planétaires, nous vous souhaitons la bienvenue à Videopolis Theatre. Pour notre présentation Star Tours, merci et bon voyage. Merci d'accueillir chaleureusement notre représentant de Walt Disney Imagineering, Laurent Cayuela. Bonsoir, on m'avait prévenu qu'il y avait beaucoup de monde et je n'avais pas réalisé. Il y a beaucoup de monde. Merci, bonsoir, bienvenue ici à Videopolis Theatre. Merci d'être venus si nombreux pour cette soirée très spéciale. Donc, je m'appelle Laurent Cayuela, je travaille pour Walt Disney Imagineering en tant que concepteur écrivain avec certaines personnes que je vois cachées ici, très mal cachées. Merci à tous d'être ici. On a la chance pour cette soirée d'être sur la scène qui accueille la Jedi Academy. Donc on a le décor parfait avec les invités parfaits, donc R2D2, plus deux autres invités surprises qui seront avec nous ce soir. Je pense que vous vous rappelez tous de votre premier vol à bord d'un Star Speeder 3000. À part si c'était juste après la présentation, d'accord? Donc c'était le temps de venir. Donc, eh ben oui, on s'en rappelle tous. Mais avant d'avoir pu faire ce premier vol, en fait, il y a eu toute une histoire. On va remonter aux origines de la création de cette aventure spatiale fantastique. Oui, R2. En fait, toutes les histoires ne peuvent pas commencer par il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, en fait. Non, je t'assure, parce que celle-là, c'est pas dans une galaxie très lointaine, en fait. Est-ce que vous savez à quand remonte la première interaction entre George Lucas et Disneyland? Alors, j'ai un 87 pour l'ouverture de Star Tours en Californie. Eh bien, en fait, avant, il y avait encore eu... Il y avait 86 pour Captain EO, mais j'ai entendu une bonne réponse par là. Non. Plutôt 85, 1955, le 17 juillet 1955, effectivement, George Lucas, à 11 ans, était à l'ouverture de Disneyland. Donc il est entré dans le parc. À mon avis, à cette époque-là, il ne réalisait pas à quel point il allait changer notre vie en créant une attraction aussi fabuleuse que Star Tours. Le propriétaire du Land Speeder Roger Noir THX 1138 est prié de déplacer son appareil. Cette zone est interdite au vol stationnaire. Et ça, pourtant, c'est pas la première fois qu'on vous le dit. Ça, vous avez dû l'entendre dans le spatioport. Et si vous êtes des grands fans, je suis sûr que vous savez ce que cache ce message, puisque THX 1138, c'était le titre du premier film de George Lucas en 1971. 6 ans plus tard, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, George Lucas va créer une trilogie, première trilogie qui va inspirer l'attraction que nous connaissons ce soir. Donc une trilogie, à l'origine 3 films, vous connaissez toute l'histoire, on ne va pas aller plus loin. Pour raconter plus sur cette histoire de trilogie et le lien avec la Walt Disney, avec la création de l'attraction, je vais y arriver, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur scène avec moi un expert Star Wars, Patrice Giraud. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là, merci d'être avec nous ce soir. Donc, Patrice, est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton lien entre l'univers Star Wars, la France et qui fait de toi aujourd'hui notre expert? Pour être rapide, j'ai créé le premier magazine Star Wars à l'international en 95. Donc ça a été le magazine Lucasfilm Magazine en France. Et puis après, donc, durant mes 20 années de relations avec Lucasfilm, j'ai travaillé sur de nombreux projets, je suis allé sur les tournages, j'ai eu la chance d'être figurant dans un des films, et puis j'ai travaillé sur 3 expositions Star Wars qui ont lieu en France pour Lucasfilm, voilà, en tant qu'expert. Donc, il est accrédité comme expert, parfait. Alors, pour
pour la création de Star Tours, pourquoi est-ce qu'on a fait appel à George Lucas, ou pourquoi est-ce que George Lucas a voulu travailler avec Disney? C'était une époque où effectivement Michael Eisner arrivait de Paramount chez Disney avec Katzenberg pour essayer de revitaliser la société. Et Michael Eisner, qui était le PDG de la Walt Disney Company, voulait justement amener George Lucas, qui était lui-même un visionnaire un peu à la manière de Walt Disney. Et il voulait une attraction Star Wars dans les parcs d'attractions Disney. Et donc ils en ont parlé, ils étaient d'accord, mais Star Tours était une attraction très longue à fabriquer. Et c'est comme ça qu'est né très rapidement, dans une réunion, Captain EO avec Michael Jackson, où là c'était juste un film, un petit clip de... Juste un film, il n'y a pas juste un film. Juste un petit film qui a été le premier film en 3D. Voilà, et c'est comme ça qu'est né Captain EO. Et ils ont mis 2 ans à développer l'attraction Star Tours. Et là, vous pouvez voir une photo de George Lucas sans la barbe, où effectivement il s'est rasé selon les codes de l'époque, où tous les employés de chez Disney devait être complètement rasé, ne devait pas avoir de moustache. Et George, étant un grand fan de Disney, avait accepté le code. Voilà. En plus, je vois qu'il a même son name tag et tout. Parfait. Pour la petite histoire, à l'époque, avant d'arriver à Star Wars, les Imagineers avaient pensé à un autre film, un film Disney, qui finalement n'avait pas été retenu. C'était le film Tron. Oui. Et il faut savoir que dans 3 mois, à Shanghai, va ouvrir une attraction sur le film Tron. Donc si jamais ils étaient partis sur Tron, on ne serait pas là ce soir, du coup. C'est certain. donc est-ce que le projet a tout de suite été Star Tours tel qu'on l'a vécu jusqu'à présent? Non, alors le tout premier projet, le tout premier synopsis écrit par Tom Fitzgerald, qui est un des imagineurs de chez Disney, s'appelait Cosmic Winds. Qu'on pourrait traduire par vent stellaire, voilà, où R2D2 et C3PO étaient engagés à bord du vaisseau. Mais bon, tout a été réécrit et George Lucas a effectivement, comme il est lui-même fan des parcs d'attractions Disney, puisqu'il était même à l'ouverture du premier parc de Disneyland, à l'ouverture à l'époque, voulait que Star Tours ne soit pas comme les films Star Wars, mais qu'il y ait un élément comique. Et il aimait cette attraction qui s'appelait la Jungle Cruise. Oui, vous connaissez tous la Jungle Cruise? Où donc c'est une petite balade en bateau avec un pilote qui vous raconte des histoires, qui tire sur les hippopotames, voilà. Et qui fait vivre finalement l'action auprès du public. Et c'est comme ça qu'est né Rex, le robot, en disant Rex va piloter le vaisseau, ça sera un nouveau robot qui ne connaît pas le pilotage. Mais il fait faire le lien entre le film et le public. Voilà. Donc Rex est une vraie création de George Lucas. Une création et finalement un hommage à une autre attraction de chez Disney. On va voir qu'il y a plusieurs autres attractions. Donc, est-ce que tu te rappelles de ton tout premier vol que tu as fait à bord d'un Star Speeder 3000? Oui, c'était 1 an après l'ouverture en 87 aux États-Unis. C'était mon premier voyage en 88 au Skywalker Ranch. J'avais un rendez-vous là-bas. Cool. J'étais tout jeune et je suis passé par Los Angeles pour faire l'attraction et c'était incroyable pour l'époque, on ne connaissait pas. Et je me souviens d'avoir rigolé pendant toute l'attraction parce que je trouvais ça phénoménal, quoi. J'étais dans Star Wars. D'accord, voilà. Tu rigoles toujours quand tu fais l'attraction ou ça s'est calmé maintenant? Je l'ai fait beaucoup de fois depuis. D'accord. Est-ce que tu as un moment préféré dans l'attraction et si oui, lequel? Bien sûr, comme tout fan, c'est le moment où Rex décide d'attaquer l'étoile noire et donc on se retrouve à aller dans la tranchée pour aller la détruire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, cette séquence-là n'était pas dans le scénario. George Lucas ne voulait pas refaire cette séquence. Et Tom Fitzgerald, qui est l'imagineur, lui a dit à George, non, George, les gens veulent faire ça. Ils veulent réattaquer l'étoile noire comme dans le film. Et finalement, Tom Fitzgerald a eu gain de cause et ils ont mis la séquence dans le film. Et personnellement, je suis pour. Voilà. Et à la fin, on fait exploser cette étoile noire encore. Super. Cool. Et merci beaucoup pour avoir passé ce petit moment avec nous. Ça me touche beaucoup. C'est la fin d'une époque finalement. Voilà. Et de toute façon, Disneyland ne sera jamais terminé. Donc... Mais il faut voyez, c'est une attraction qui a finalement 30 ans. Voilà. C'est quand même très long. Voilà, une belle aventure. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Bon voyage. À bientôt. À bientôt. Donc voilà comment est née cette attraction sur son origine avec le travail avec George Lucas.
Une fois qu'on a créé toute l'attraction, toute la mécanique, tout ce qui est très technique et dont je ne parlerai pas parce que je suis nul en technique, les Imagineers ont voulu s'assurer que tous les visiteurs qui vont venir dans l'attraction, qu'ils connaissent les films ou pas, puissent avoir une bonne expérience. Et donc, ce que le commun des mortels appelle la file d'attente, nous, à Imagineering, on appelle ça le pré-show, le spectacle avant le spectacle. Ça nous aide à mettre les gens dans l'ambiance. Si vous connaissez très bien l'attraction, le pré-show aussi n'a pas de secret pour vous. Il est divisé en 3 zones qui ont chacune leur importance. La première des zones, c'est la zone la plus sombre, où il n'y a pas grand-chose à voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est visuellement pour vous couper du monde extérieur. C'est pour que l'obscurité habitue vos yeux à l'obscurité que vous allez avoir dans l'espace. Donc cette première salle est volontairement très sombre. Vous entrez ensuite dans la deuxième salle, qui est le spatioport, et là, on va amener à votre vision les personnages que vous connaissez du film. Donc les 2 plus célèbres, bien sûr, C3PO et R2D2. Une fois que vous êtes familier avec ces personnages que vous avez reconnus, on va commencer à donner des informations sur les nouveaux éléments qu'il y a dans l'attraction. Donc vous avez un écran géant qui va diffuser des logos et des images d'un tour opérateur galactique qui s'appelle Star Tours. Et c'est le moment également où on va vous proposer de voir le véhicule dans lequel vous allez entrer, et c'est là que vous découvrez le Star Speeder 3000. Celui que vous allez voir, il n'est pas en bon état, mais vous avez un film publicitaire qui va vous vanter les mérites de cet appareil. Si vous écoutez attentivement ce que C3PO raconte, il n'est pas très sûr de la fiabilité de ces appareils non plus, mais c'est pas grave, hein. On continue, on arrive dans la 3e zone, ce qu'on appelle le centre droïdnostique, le fameux secteur 2. Dans le secteur 2, on se trouve dans une espèce de hangar où vous allez voir des pièces détachées. Et ce que C3PO essayait de vous dire va trouver un peu sa confirmation, puisque vous allez trouver plein d'éléments, des pièces détachées, mais est-ce que c'est des pièces détachées neuves ou est-ce que c'est de la récup de droïdes ou de vaisseaux qui ont été malmenés? C'est pas très clair. Là où ça devient encore plus palpitant, c'est que vous avez 2 droïdes qui sont en train de réparer les pilotes. Et si vous faites attention aux 2 droïdes, d'après leur comportement, on peut commencer à avoir de sérieux doutes, puisque ces 2 droïdes n'ont pas l'air très fiables, et c'est eux qui sont en train de réparer le pilote du Star Speeder que vous allez devoir prendre. Donc, ne vous en faites pas, parce que je suis sûr que l'appareil dans lequel vous allez être, ce sera le premier vol du droïde, donc tout ira forcément bien. Donc voilà, une fois que vous avez passé ces trois pré-shows, vous êtes prêts à embarquer. Pour rendre nos pré-shows et toutes nos ambiances encore plus riches, on aime beaucoup mettre des détails. On utilise beaucoup de détails pour rendre les éléments encore plus crédibles, et on aime faire des références et des clins d'œil à des univers que les grands fans connaissent. Donc dès l'extérieur, les couvertures des machines fast-pass, ce sont ces jolies toitures oranges qui sont en fait inspirées des voiles sur la barge de Jabba the Hutt dans le Retour du Jedi. Donc, on a vraiment essayé de retrouver des éléments visuels du film. Le fameux Droidnostic Center, c'est aussi une mine pour nous, pour mettre plein de petits détails, des petits détails que vous avez peut-être vus, qui bougent pas, qui sont faciles à voir, ou s'ils sont plus difficiles, on aime bien jouer avec. Donc par exemple, le premier détail que vous allez trouver, c'est carrément un immense canon, un canon qui se trouve sur un Star Speeder 3000. Donc ça, c'est un des éléments. Là, vous avez un canon entier. Plus loin, vous allez pouvoir également trouver un morceau de canon. Alors sur l'image, il est à droite de la grosse boule. C'est un morceau de canon. Sur la gauche, en bas, vous avez un objet un peu plus ovale avec 2 antennes
Et c'est en fait une espèce de carcasse pour un speederbike. Speederbike qu'on voit également dans le Retour du Jedi. Si on va en plus loin dans l'attraction, vous allez trouver des pièces détachées de droïdes. Alors attention, tout ce qui est en or n'est pas forcément C3PO, mais ça doit être un droïde de protocole de la même génération que notre ami C3PO. Là, on a des références Star Wars. Mais ce qu'on aime bien faire également, c'est se faire des références un peu plus Disney. Les prochaines références, alors vous êtes sous une passerelle, vous avez un espèce de gros ancien ordinateur avec des bobines qui se trouve ici. Et cet ancien ordinateur est en fait un vrai ancien ordinateur. Pour cette props, pour ce détail, pour cet accessoire, on a en fait réutilisé quelque chose qui, attention, je vais dire un mot technique, ça va me faire peur à moi aussi, SIU, Show Interface Unit. Grosso modo, c'est un gros ordinateur qui contrôlait à l'origine des audio animatronics. Donc c'était des grosses machines avec des grosses bobines et ça faisait des lumières partout. Donc une fois qu'on n'en a plus eu besoin, on l'a réutilisé pour le mettre dans notre décor. Dans les derniers éléments qu'on peut trouver, alors pas forcément dans la file d'attente là, ici voici une photo d'une attraction qui était à Tomorrowland de 67 à 85, qui s'appelle Adventure Through Inner Space. Cette attraction, elle est en Californie, à l'endroit même où a été construit Star Tours. Et ce gros élément de décor, qui s'appelle le Mighty Microscope, ce Mighty Microscope, si vous connaissez très bien le film à l'intérieur de l'aventure Star Tours, ben vous l'avez peut-être déjà vu parce qu'il apparaît dans une des scènes. Donc voilà d'où il venait en fait de cette partie. J'avais une fiche que je n'ai absolument pas regardée. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai tout dit. Alors, donc, on a parlé de la création, on a parlé des ambiances, on a parlé des détails. Maintenant, on va parler, là je vais vraiment sortir ma fiche du coup, on va parler des personnages. Mais comme vous en avez marre déjà de m'entendre, vous allez devoir participer aussi. Donc, Alex, réveille-toi, c'est le jeu. Alex qui toute la semaine m'a dit « Mais c'est quoi le jeu? Mais c'est quoi le jeu ?» Voilà, c'est maintenant. Alors, le jeu est, je vais citer une phrase de dialogue et il faut que vous me donniez le nom du personnage dans Star Tours. Je vous donne un exemple. Si je dis R2D2. Merci. Ok. Maintenant, ce sera plus dur. Alors attention, parce que je vais dire la phrase sans émotion. Ça ne vous aidera pas. J'écoute Droid FM. G29T. Réponse en image. J'écoute Droid FM, c'est ma station préférée. Ça, c'est le dernier tube de Danny et les droïdes. Ça s'appelle Je vais te saouler la main. Bien. On va passer à la phrase fétiche de cette soirée qui nous a donné l'idée du nom de cette soirée. Qui dit merci et bon voyage? C'est pas C3PO. Ah, effectivement, elle n'a pas de nom, mais je vais vous donner la réponse en image. Nous allons décoller dans quelques instants. Merci et bon voyage. C'est ma réplique préférée. Donc. Attention, parce que là, la prochaine, elle est en anglais. Et elle est longue. Haven't you people ever seen an intelligent life before? Roxane. G2-4T, effectivement. Et réponse en image. Hey, what's the matter? Haven't you people ever seen intelligent life before? J'ai pas fait le... D'accord. Ok. Une grande phrase encore, mais en français cette fois, je devrais mieux y arriver. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage sur la Lune d'Andorre. C'est 3PO. Le début est un peu couvert par une autre voix, on en parlera plus tard.
Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage sur la Lune d'Andorre. Veuillez rester assis jusqu'à l'ouverture des portes. Merci C3PO. C3PO, le personnage et la voix du personnage, et dans le film et dans l'attraction, sont faites par l'acteur britannique Anthony Daniels. Il faut savoir que même la voix française dans notre attraction, c'est lui qui a refait la voix. Il a également rejoué le personnage à Imagineering pour que les animateurs puisse animer son personnage audio-animatronique le plus fidèlement possible à sa propre gestuelle. Donc on a vraiment eu Anthony Daniels sur le projet. La prochaine question, attention, est en anglais à nouveau. Star Tours, what are you doing here? Et oui, il a un nom, lui. Red Leader, yes! Star Tours, what are you doing here? This is a combat zone. It's restricted. Yeah, it's restricted. Le personnage que vous venez de voir, donc, il est créé, le Red Leader, il est créé pour notre attraction. Et pour la petite histoire, il est joué par, j'ai son nom là, Steve Gowley, qui était dans l'équipe de ILM et qui travaillait au Model Shop, c'est-à-dire l'atelier des maquettes. Beaucoup de personnages que vous voyez dans Star Tours sont en fait des employés d'ILM qui ont tenu des rôles pour cette attraction. Je ne devrais pas dire attraction, cette aventure. Merci. Le dernier. Attention, je dois absolument mettre aucune émotion, sinon vous allez tout de suite savoir qui c'est. Des comètes. Alors, comment il s'appelle? Je veux la nomenclature complète. Ok, RX-24, qu'on connaît plus sous le nom de Rex. Bravo. Bienvenue à bord. Ici Rex, votre capitaine. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est le dernier vol. Et pour moi aussi. Il y a un truc bizarre dans cette soirée. Normalement, Rex devait venir, mais il doit se préparer pour son premier vol, donc il ne pourra pas venir. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je ne vais pas voir Rex en personne ici sur scène. Par contre, je vais avoir le plaisir de recevoir celui qui lui a donné sa voix et sa personnalité, l'acteur Luc Hamet. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Prêt pour ton dernier voyage? Toujours. Merci d'être ici aussi ce soir. Je suis très heureux, et puis dis donc, il y a du monde. Hein, ah oui, il ne nous avait pas menti. Cool, donc il faut que je ressorte ma fiche là. Tadam! Alors, ah oui, bonne question. Totalement au hasard, aurais-tu donné ta voix à d'autres personnages Disney avant Rex? Alors, j'ai essayé de vous faire deviner, hein. J'ai un truc très très dur. Fort. Oh non, pas la trompette! Voilà un truc un peu plus facile. Je vous en prie! Bon, et puis sinon, tu sais que je double depuis toujours Michael J. Fox. Et Michael J. Fox, il a fait un super film avec Disney, c'est l'Atlantide, l'Empire perdu, où il fait Milo, puisqu'on avait dessiné, il fait la voix, et on avait dessiné le personnage de Milo à le physique de Michael. Cool. Donc, on arrive maintenant au cœur du sujet. Rex. Tu es oui, la voix Laurent, de Rex. je t'écoute. Donc, quand on t'a contacté pour faire la voix de Rex, est-ce que tu connaissais Star Tours? Est-ce que tu avais déjà fait l'attraction? Est-ce que tu voyais le personnage? Bien sûr que non. Moi, tu sais, j'étais un petit Français. J'avais pas à l'époque les moyens de voyager. J'ai entendu tout à l'heure, parce que je me suis instruit ce soir, j'ai entendu tout à l'heure que la première attraction c'était 87. Hein. Moi j'étais en France, et puis j'étais jeune, et puis j'étais un jeune comédien. Donc quand on m'a appelé, on m'a appelé pour faire une séance voix. Et on m'a dit, voilà, il va y avoir un grand parc Disney qui va s'ouvrir en France. Ah, super, génial.
Et il y a quelque chose qui pourrait te correspondre. J'avais commencé à faire beaucoup de voix de dessins animés ici. À l'époque, j'avais commencé mes émissions sur France 2, Anna Barbera Ding Dong. Et et donc ils m'ont appelé parce que dès qu'il y a une petite voix à faire, on est quelques-uns. Et je me suis retrouvé dans un studio, mais tu sais, c'est... Alors, attention. Moi, quand on pense enregistrement de voix, je t'imagine avec le grand casque sur les oreilles, avec une grande table, un écran géant, bah là, et les images qui sont diffusées. Pas du tout, parce que pour un enregistrement comme ça, d'abord on n'avait pas... Moi, j'ai jamais vu l'attraction. Je l'ai vu après avec mes enfants quand je suis venu ici, mais j'avais simplement une photo du personnage de Rex, et puis j'ai entendu la voix en anglais, et on m'a dit il faut que tu fasses pareil. Alors, je vais essayer. Alors, on est dans une toute petite cabine insonorisée, on a une vitre qui nous sépare de l'ingénieur du son, et puis du directeur artistique qui est là, et puis on te donne le texte. Et puis, tu vois, 24 ans après, tu es sur une scène en train de raconter ce que tu as fait pendant une demi-heure de ta vie. En 91, voilà. Donc, tu as fait toutes ces voix et tu n'étais pas dans une centrifugeuse en train de faire « Mais non, pas du tout. C'est par exemple, tu sais, quand il dit où sont les freins ?» Tu fais comme ça, c'est tout. Parce que moi, je suis sûr qu'on était tous... Oh, excusez-moi. On était tous certains que tu étais en train de tomber, qu'il t'avait jeté dans... Non, c'est ça, être acteur. C'est imaginer les situations et les jouer. Voilà. Donc, du coup, tu connaissais rien. Tu connaissais pas le personnage à part le dessin. Quand tu as fait l'attraction pour la première fois, ça a dû être un choc. Ah bah oui, j'ai eu la trouille. Est-ce que tu as compris certaines des répliques quand tu as fait oui, parce que tout d'un coup, les choses prennent du relief, c'est le cas de le dire. Et puis surtout, de voir ce petit personnage me voir en métal, ça m'a fait un choc quand même. Hein, je monte par là parce qu'il est par là, le personnage. Exact. Hein, et donc de voir ça, et puis, bonjour, je suis votre capitaine. Ah, c'est mon premier voyage. C'est génial, t'es assis et tu te parles. Tu sais, c'est une expérience assez étonnante. Hein. Voilà, tu dis, mais attends... Voilà, j'étais avec mon fils qui était jeune à l'époque. Lui, il était assez déçu parce que il avait compris que c'était moi qui faisais le personnage. Mais quand il a vu Star Wars, il comprenait pas qu'il n'y ait pas le personnage dans le film. Ah oui, j'étais déçu. Bon, désolé pour lui. Mon fils aîné qui a 19 ans aujourd'hui, tu vois. Ah, bon. Voilà. Il a compris maintenant. Ça y est, il a figé. Il fait des études de cinéma d'ailleurs. Ah, il est pas rancunier. Voilà. Il est tombé dans la marmite quand il était petit. Personne n'a compris. Alors, quel est ton moment préféré de l'attraction ici à Disneyland Paris? Quel est quoi? Tu peux répéter la question? Ton moment préféré de l'attraction Star Tours ici à Disneyland Paris? Ce personnage, il est super marrant parce que il fait que des bourdes. C'est ça que j'aime bien. C'est toutes les petites bourdes qu'il peut faire. C'est gentil, ça me rappelle quelqu'un. Eh ben, je pense qu'on en a fini de ma fiche. Par contre, depuis que tu es rentré sur scène, tous les gens qui sont là, et surtout une personne dans la cabine, vont m'en vouloir si je ne fais pas cette réplique. Laquelle? Luc, je suis ton père. Merci, je ne suis pas un acteur. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Je suis ravi de vous avoir vu ce soir. L'amitié d'être présent avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bon dernier voyage. Donc voilà, on a fait quand même le tour de la question, la création, les décors, les détails, les voix, les personnages. Et il nous manque, pour finir cette soirée en beauté, que je sorte une autre carte sur laquelle il y a des statistiques que je n'ai pas apprises. Savez-vous que Rex nous a dit 3 250 000 fois que c'était son premier vol depuis 1992 ? Et on croit qu'on va le croire peut-être ? Et là, c'est des choses très sérieuses qui nous viennent des équipes de maintenance. Les Star Speeders, depuis 1992, ont effectué en vitesse lumière 9 750 milliards de kilomètres.
Alors je ne sais pas où ils sont maintenant, mais ça fait loin quand même. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces statistiques désopilantes, on va pouvoir maintenant finir sur un petit film, parce qu'on a parlé de tout ce qui est la création de cette attraction, mais on ne peut pas ne pas mentionner toutes les personnes qui ont fait vivre cette aventure, les personnes qui vous ont accueilli dans cette attraction, qui ont veillé sur vous pendant votre vol, tous ces cast members. On a réussi à faire une petite vidéo où on a... Merci à vous pour cette soirée, être resté ici en notre compagnie. Et merci surtout aux deux personnes qui ont eu le courage de venir sur scène avec moi pour animer cette soirée. Patrice et Luc. Patrice Giraud et Luc Hamet. Un grand merci à tous les deux. Merci à toi, Laurent. Merci. On se l'a fait une dernière fois? On se l'a fait une dernière fois. C'est maintenant, hein, il faut aller la faire. Hein. C'est vos dernières chances pour partir pour la Lune forestière d'Andorre. Donc loupez pas le prochain Andorre Express, le Star Tour pour la Lune d'Andorre. Mon dernier voyage. Merci à tous, que la force soit avec vous et surtout merci et bon voyage.